Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et à tous. Donc au 11 rue de la Vistule, aujourd'hui à Paris 13e. Nous sommes les Patriotes français 1789. C'est une association 1901 qui a décidé aujourd'hui de réunir, de tenir une série de prises de parole avec des conférencières et conférenciers de très haute tenue qui viennent de tous les horizons, des femmes et des hommes politiques, mais aussi des figures citoyennes qui ont décidé de parler de sujets qui nous touchent tous, car aujourd'hui le thème du jour est celui de la fraternité, fraternité à laquelle nous aspirons tous, bien entendu français, car la fraternité figure dans vraiment notre devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. Or, manifestement, cette fraternité, cette fraternisation est de moins en moins possible par ces événements qui sont encore déchaînés encore cette semaine et dont nous allons parler ensuite. Donc, je souhaitais simplement introduire aujourd'hui l'association, qui est donc une association 1901, qui n'est pas un parti politique, et dont l'objet, la vocation, est de faire la promotion des valeurs citoyennes et républicaines françaises, et de participer tout d'abord au débat démocratique et républicain, c'est-à-dire en créant une agora qui permettra à tous et à toutes, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parti, de pouvoir trouver une agora favorable à l'échange d'idées, car nous avons besoin de confronter les idées dans un environnement ouvert, à l'heure où tous les environnements se ferment, où les médias ont des prises de parti très idéologiques, voire partisanes. Nous devons réoxygéner, réouvrir le débat pour que tous et toutes puissent parler de ce qui nous tient à cœur et aussi de ce qui nous inquiète. Car beaucoup d'inquiétude est aussi à l'origine de la création de cette association. Nous avons lancé donc il y a un mois, quand nous nous sommes aperçus que nos libertés fondamentales reculent, premièrement, mais qu'ensuite, alors liberté fondamentale, liberté de mouvement bien sûr, liberté de réflexion, esprit critique, liberté de la presse, mais aussi, ensuite, l'égalité de tous devant la loi était également battue en brèche et a tendance à reculer. Et enfin, donc liberté et égalité, qui sont les conditions qui nous permettent théoriquement de fraterniser tous ensemble, quand ces libertés et égalités sont respectées. Et malheureusement, la fraternité a elle aussi reculé. Alors tout d'abord, bien sûr, par les événements qu'on peut observer tous les jours en France, les événements de sécurité qui sont dramatiques et dont nous allons parler juste ensuite pour adresser une minute de silence pour, bien entendu, toutes les agressions qui ont eu lieu cette semaine et tous les jours en France, mais trois très symboliques, trois très emblématiques qui ont touché donc 3 citoyens français, étudiants, travailleurs, chauffeurs de bus et aussi représentants de l'autorité publique, dépositaires de l'autorité publique. La Journée sur la fraternité, aujourd'hui, a décidé d'ouvrir plusieurs discussions sur qu'est-ce qui fonde cette fraternité. Alors bien sûr, la liberté et l'égalité qui en sont les deux conditions vraiment nécessaires et indispensables, mais aussi tous les thèmes qui vont permettre en fait de faire comprendre combien cette fraternité, tout d'abord, est fragile, et surtout, quels sont les thèmes que l'on peut donc y rattacher, que ce soit les thèmes autour, bien sûr, de la sécurité, conditions indispensables, les thèmes également autour de l'entrepreneuriat, les thèmes autour de la fiscalité, les thèmes autour de la justice, les thèmes autour de l'ordre public, du maintien de l'ordre. Toutes ces choses-là sont d'une furieuse actualité. Et nous devons en parler, nous devons opposer nos idées pour forger ce qui fait vraiment notre spécificité française, c'est-à-dire le débat, l'esprit critique, pour que vive notre cité et que vive donc notre démocratie, ou du moins qu'elle reprenne des couleurs, qu'on la revitalise grâce à tout ça. Je tenais à tout d'abord adresser au nom de l'association bien sûr mes remerciements à toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui et qui ont tenu à nous apporter leur soutien pour cet acte 1 de la fraternité, acte 1 qui sera suivi d'autres actes que nous essaierons de faire donc à partir de septembre et d'octobre, et qui toujours auront pour objectif de discuter de cette fraternité qui est un horizon indépassable auquel nous aspirons tous, mais qui a besoin donc que l'on respecte, qu'on en respecte et l'on protège et sacralise donc les conditions qui rendent cette fraternité possible.
Il y a tous les jours en France environ 700 agressions tous les jours dans notre pays. Ces 700 agressions sont un point culminant de notre société. Et cette semaine, nous avons subi de nouveau des agressions dont les symboles nous touchent tous, car une jeune personne, un jeune étudiant nommé Thomas, a été encore poignardé à Sarcelles cette semaine et il en est mort. Également, Philippe, un chauffeur de bus, a également été agressé sauvagement dans un bus donc à Bayonne et est décédé hier à 17h30. Et enfin, la gendarme promue major à titre posthume, donc la major Lemay, a également eu sa vie arrachée. Donc suite à un contrôle routier, donc face à des personnes qui étaient de profil plutôt multirécidivistes, délinquants notoires ou ayant plusieurs séjours en prison. Donc pour toutes ces personnes-là qui étaient soit étudiantes, soit engagées dans le travail, soit engagées à nous protéger, je tenais aujourd'hui, au titre de l'association, à toutes les personnes qui sont réunies aujourd'hui, à leur adresser une minute de silence. Merci pour elle. Je m'appelle Alexandre Juvin-Brunet, je suis le président de l'association Patriotes Français 1789 et en compagnie donc de mon trésorier et ami Christophe May ici présent, nous avons monté cette association il y a un mois donc, comme nous l'avons dit en introduction, pour créer une agora. Et aujourd'hui, quelle agora? Nous avons réuni différentes personnes qui vont pouvoir aborder des sujets aussi importants que la sécurité, que l'ordre public, que le référendum d'initiative populaire, mais également l'entrepreneuriat, et aussi donc parler de la condition policière, car nous avons donc aujourd'hui, nous l'appelons tout à l'heure, mais M. Christian Vannès qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui parlera du référendum d'initiative populaire. Nous avons également Dominique Rabier, qui est donc secrétaire national aussi Oser la France et qui nous parlera d'esprit d'entreprise et de garant sauveteur. Nous avons donc moi-même, Alexandre Juvin-Brunet, ancien capitaine de gendarmerie, et je vous parle un petit peu plus du contrat social et de ce en quoi la sécurité est un préalable indispensable pour que eh bien, la liberté de tous puisse tout d'abord être respectée, car sans sécurité préalable, aucune liberté possible. Et donc s'il n'y a pas de liberté, on ne peut pas avoir ensuite d'égalité devant la loi, et nous ne pouvons donc pas fraterniser. Nous aurons également Virginie Dorel qui vient de nous rejoindre et qui parlera donc de la condition du policier, mais vu aussi du foyer, du couple. Parce que quand un policier est malmené dans la rue, et Virginie repart des statistiques, c'est aussi des femmes et des hommes et des enfants qui, dans leur foyer, sont également touchés et parfois de façon dramatique, parce qu'il y a également des drames qui ont touché les familles de policiers, et on pense bien entendu à certains actes à caractère terroriste, qui ont pu aussi toucher cette grande famille de la sécurité. Nous aurons également Philippe Deveul, qui a été avocat pour des victimes donc du Bataclan et du Bardo, donc les attentats qui ont lieu donc en 2015. Et nous finirons également avec un témoignage donc de Georges Confusi, qui également souhaitait parler de la condition et de la pénibilité actuelle de la condition policière. Je souhaitais ouvrir donc la première conférence aujourd'hui en parlant à tous. Alors, bien entendu, c'est un premier acte.
Donc nous allons faire aussi des questions-réponses. On va être sur un format court, c'est-à-dire 15 minutes de prise de parole et 15 minutes aussi de questions-réponses, où on pourra justement solliciter donc l'intervenant, la conférencier-conférencière, et lui poser toutes les questions pour justement l'inviter à préciser pour que bien sûr l'audience que nous avons aussi en ligne actuellement puisse suivre tous les débats. Je commence donc par ce premier thème qui est celui de la fraternité et de la sécurité. Et pourquoi il me tient particulièrement à cœur? Eh bien, soyons très clairs. Vous ne payez pas de l'impôt simplement pour construire des hôpitaux, des routes. Vous ne payez pas de l'impôt simplement pour, bien entendu, et c'est très légitime, avoir des forces armées qui sont exportées dans le monde entier aussi pour protéger nos différents intérêts fondamentaux sur la planète. Vous payez de l'impôt avant toute chose et au début de ce contrat social pour être en sécurité. Quand vous sortez de chez vous, que vous allez travailler, ou que vous êtes en loisir, ou que vous êtes en vacances, cette sécurité est la première pierre qui a été posée donc, dans le contrat social, qui aujourd'hui est vraiment un contrat social qui a été miné par les politiques actuelles depuis, on va dire, une trentaine, une quarantaine d'années. Et donc, on peut, pour monter un petit peu plus, me souligne Daniel. Effectivement, ce contrat social stipule qu'auparavant, alors on est là aussi pour faire un peu de pédagogie et d'essayer de vous apporter quelques éléments d'appréciation, d'information sur le pourquoi de la sécurité et quelle a été historiquement sa place. Historiquement, la place de la sécurité, c'est il existait des duellistes. Les gens se faisaient justice par des duels, donc au Moyen-Âge. Il y avait également les vendettas autour donc, de la Méditerranée. Donc il y avait des justices privées qui étaient développées. Sauf que quand les États ont commencé à se structurer, alors sous la royauté, sous l'Empire et maintenant sous la République, parce que dans plusieurs phases historiques donc, qui nous ont d'ailleurs déterminés, nous, en France, nous avons dorénavant ce qu'on appelle un État-nation. Mais cet État-nation a été forgé il y a 300 ans. Et les émanations très lointaines de cet État-nation remontent encore au Moyen-Âge. Or, quand donc, ces duellistes à l'époque, où sous la féodalité rendaient des justices privées ou locales, peu à peu sont apparus des pouvoirs centraux, alors pouvoirs centraux royaux, impériaux ou républicains maintenant, et ces pouvoirs centraux ont en fait, pas accaparé, mais ont pris le monopole de ce qu'on appelle donc celui de la violence légitime et légale, qui est l'utilisation de la force en fait pour garantir les libertés fondamentales. Et c'est ça qui fonde notre contrat social initial. C'est-à-dire qu'on paye de l'impôt pour armer une police, armer une gendarmerie, armer des forces qui permettent en fait de vous sécuriser pour que vous n'ayez plus à vous défendre par vous-même. Les brigands de grand chemin, à une époque, qui ont été ensuite éradiqués grâce aux gendarmeries d'ailleurs, qui ont été créées sous Napoléon, mais avant ça encore, les polices de ville, toutes ces polices-là ont été structurées sous un État central, et cet État, bien entendu, pour vous permettre, vous garantir d'aller de façon très commode et pacifique, donc devenir commerçant, d'aller et venir dans votre vie quotidienne, vous devez payer quelque chose pour ça. Et toujours aujourd'hui, c'est cet impôt qui sert et qui est levé pour garantir donc le bon équipement et la formation de nos forces de sécurité, donc qu'elles soient police, gendarmerie, douane, pénitentiaire, pompiers, donc de façon là, assez générale. Toutes ces forces-là sont indispensables. Si elles reculent, ou si par des politiques partisanes et idéologiques, les forces de sécurité ne sont plus employées pour vous protéger au quotidien, et faire en sorte que vous n'ayez plus peur, même de vous mouvoir, ou peur de partir en vacances, peur de partir où qu'on soit. Et on le sait à l'heure actuelle, quand on voit la multiplication des zones de non-droit aujourd'hui en France, ces zones de non-droit, dans le texte, ne devraient même pas. Si une digne politique est mise en place et respectée rien que dans le texte, une seule zone de non-droit ne devrait même pas exister car elle serait par définition anti-républicaine. Et elles sont autant d'entailles dans notre pacte social, notre contrat social, les pactes républicains. Le problème que ça pose, toujours, c'est que la multiplication de ces zones, au début, elle pouvait être
disons, voilée, où on pouvait en diminuer l'importance. Mais de nos jours, et on voit encore Dijon, ce qui s'est passé il y a maintenant 10 ou 15 jours, c'est le témoignage manifeste de personnes dans la rue qui arborent des armes de guerre. Des armes de guerre qui sont interdites sur la voie publique, qui les exhibent, qui les partagent sur les réseaux sociaux et qui nous montrent combien, en fait, notre politique est en faillite, parce que ces choses-là ne devraient même pas exister en France. Comment souhaitez-vous que des citoyens honnêtes, travaillant, payant leur impôt, acceptent de payer? Parce que là, on touche à un point fondamental. C'est que si les gens ne sont plus en sécurité, et s'ils savent que la première pierre de construction du contrat social, c'est la sécurité, pourquoi diable demain continuerait-il à payer alors qu'ils sont agressés en bas de chez eux? Alors qu'ils sont agressés, que ces personnes ressortent et les agressent de nouveau. Et donc nous sommes là face à une situation qui est très délétère, mais délétère parce que bien entendu des personnes outrepassent la loi, donc bien sûr, mais délétère aussi en face, parce que beaucoup de citoyens pourraient dire un jour, on arrête de payer parce qu'on est en sécurité. Et c'est une faillite de votre mission régalienne. Mission régalienne qui est de faire en sorte que moi, je puisse être protégé dans ma liberté de déplacement, que je puisse bénéficier d'une égalité de tous devant la loi, et que grâce à ces choses-là, je puisse fraterniser ensuite avec mon voisin, avec mon salarié, ou avec mon patron, avec qui que ce soit. C'est la condition première de fraternité. Et nous allons devoir, de façon très, très vive, très urgente, devoir apporter des solutions très claires à cet enjeu. D'ailleurs, enjeu qui n'est pas... Rappelez-vous quelles étaient les thématiques principales suivies par les partis politiques dans les différentes élections présidentielles. La thématique de la sécurité était soit 1, soit 2, jamais 3. Et ce depuis 30 ans. Donc, ça a vraiment infusé l'esprit en France. Il faut qu'on puisse discuter de façon très ouverte sur tous les canaux possibles de ce contrat républicain, de ce pacte social, qui est vraiment la première pierre. Et ensuite, nous pourrons discuter de choses beaucoup plus larges et belles et réjouissantes. On pourra parler d'écologie, on pourra parler de relance de l'économie, on pourra parler de plein de choses. Mais on ne peut pas relancer l'économie, on ne peut pas faire de l'écologie avec des personnes qui ne sont pas en sécurité, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment la première marche indispensable si on veut pouvoir ensuite refaire, retisser du lien, premièrement, fraterniser et créer des grands projets. Car ces grands projets, il nous faut une grande adhésion et il faut que les gens se sentent bien. Parce que ce n'est pas dans le stress, ce n'est pas dans la peur que vous arrivez à bâtir un futur. Vous bâtissez du court terme. Vous bâtissez de la survie. Vous ne bâtissez pas de la vie. Vous ne bâtissez pas de l'existence. Et donc nous avons besoin de retisser tout ça. Donc il faut absolument qu'on martèle, qu'on pousse et qu'on mette la pression aussi sur toutes les personnes qui, de près ou de loin, vont rentrer dans la grande course politique, si nous avons encore le temps pour cette course politique qui s'ouvre jusqu'à 2022. Parce que je ne souhaiterais pas demain que des Dijon éclatent de partout. Et si des Dijon éclatent de partout, 2022, ce sera très loin. Donc nous avons 2 ans pour tenter de convaincre tout d'abord 60% des Français de retourner, essayer de retourner vraiment dans la démocratie, dans le geste républicain et démocratique qui est de voter. Ces 60% sont en divorce complet. Parce que, c'est ma conviction personnelle, on ne s'est pas occupé de leurs besoins fondamentaux. Je pense que c'est une pierre très importante et c'est le témoignage que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'aurais peut-être à plus dans d'autres interventions ce que j'ai pu voir, constater dans le cadre de mes fonctions, car j'avais été donc en gendarmerie départementale, donc en province. J'ai également été en gendarmerie mobile, j'ai fait un petit peu d'état-major, et j'ai fini aussi dans tout ce qui est renseignement militaire. Donc on a vraiment abordé à l'époque des problématiques très importantes autour du terrorisme, de l'espionnage, de la subversion, mais aussi du crime organisé. Et sachez que tous vos services
ont toute la plénitude des missions et les effectifs qui pourraient être supérieurs bien sûr, pour vraiment accomplir ces missions. Mais ce qui a toujours empêché ces services d'accomplir dignement leur mission, ça a été l'ordre. Et qui dit ordre, on va dire coulisses, ou on va dire environnement idéologique qui donne l'ordre. Nous n'avons plus de Charles Pasqua. Nous avons des personnes qui ont été donc tour à tour ministres de l'Intérieur et qui ont pris des positions qui sont absolument scandaleuses pour des ministres d'État, des ministres qui ont des portefeuilles régaliens très importants et qui sont payés et qui sont nommés pour notre sécurité. Nous sommes 67, peut-être bientôt maintenant 68 millions de personnes. Ça demande de grandes responsabilités, autant dans le discours que dans les actes ensuite. Et surtout la cohérence entre ces discours et ces actes. C'est cette incohérence qui nous a amené aussi à grossir les rangs des personnes qui sont maintenant, qui ne vont plus voter. Cette grande incohérence. Il faut que nous redonnions de la cohérence à l'action politique. Le politique ne peut bien entendu pas tout, mais c'est le politique qui est prééminent sur le reste. Parce que nous, peuple de France, notre association, c'est vraiment pour remettre le peuple au centre du jeu, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple transmet un mandat électif à des personnes. Il transmet une partie de sa souveraineté à un parti ou à ses représentants avec un objectif. Mais l'objectif électoral, le programme électoral, ne doit pas s'affranchir des fondamentaux constitutionnels. Or, on observe qu'au-delà des programmes politiques, pensez-vous aujourd'hui que liberté, égalité, fraternité soient dignement protégées en France? C'est une question qu'on peut poser, on peut largement débattre dessus, mais 700 agressions par jour, des personnes qui donc molestent jusqu'à la mort, des gens qui travaillent, qui sont prêts à, on va dire, il y avait 2 contrôles, il y avait 2 barrages, il y avait un barrage de gendarmerie, un barrage policier. Une personne qui fait donc 3 refus de contrôle, reprend de la vitesse et va percuter avec force donc cette pauvre représentante de l'autorité publique qui en est décédée. Ces personnes-là ont déjà des casiers judiciaires. Et des casiers judiciaires pour des choses qui sont liées à des trafics de drogue, à des actes de délinquance, à de la violence. Donc ces personnes-là, leur seule place devrait être en prison. Au moins pour enlever la liberté de nuire. Parce que leur liberté de nuire enlève notre liberté de vivre en tant que citoyen paisible et pacifique. Cette première liberté. Donc, ils n'ont rien à faire dans nos rues, même avec un bracelet, premièrement. Mais surtout, s'ils sont en prison, c'est pas pour que ça devienne en fait une discothèque, un hôtel 5 étoiles. Donc nous devons aussi veiller à ce que ces prisons soient des endroits où soit ils ne peuvent pas réapprendre à être citoyens et on ne peut rien pour eux, mais ils y resteront. Soit ils peuvent apprendre dignement à être des citoyens et on peut essayer de les réinsérer. Mais en tout cas, ce n'est pas négociable. C'est en prison que ça doit se faire et ça ne doit pas être dans nos rues parce qu'on peut courir de grands dangers aux gens au quotidien, aux mamans, aux enfants, aux pères, à tout le monde, aux personnes aussi vulnérables. Donc voilà, j'ai fini pour mon intervention courte sur le sujet donc sécurité donc, et contrat social, quelque chose de très resserré. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question pour qu'en même temps on puisse en faire bénéficier nos auditeurs sur la plateforme? Daniel, oui. Oui. Alors j'ai lu également personnellement les ouvrages Guérilla 1, Guérilla 2, France Orange Mécanique, toutes ces choses-là. C'est très inquiétant, mais cette inquiétude, je peux vous garantir qu'elle est juste et qu'elle est vraie. En tout cas, dans ce que je connais personnellement, de ce que j'ai pu voir, et les missions dans lesquelles j'ai pu participer, c'est tout à fait exact et réel. Voilà. Donc après, je ne pourrais pas parler de ce qui se passe dans l'hôpital, je ne pourrais pas parler de ce qui se passe dans d'autres administrations. Daniel, on échangeait la dernière fois ensemble sur la manifestation à la préfecture de police et on discutait donc du rôle que vous avez tenu donc en tant que pour régulariser les papiers donc à cette époque-là. Voilà.
On pourra dans un autre acte justement peut-être parler plus de comment fraterniser et avec quelle politique de migration. Enfin, immigration, émigration, comment fraterniser autour de ce thème-là, comment le refonder.